Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle partie de la FAQ de l'année. Alors attendez que je m'installe. Pour tout vous dire, il y a 5 minutes j'étais encore en train de dormir. non, je sais pas, j'ai eu un coup de barre et quand je me suis réveillé, il était 20h50. Alarme. Bon, je vais faire les questions que j'ai notées et quand elles seront terminées, je fermerai cette partie d'FAQ. On en fera peut-être encore une autre partie, on verra. Mais franchement, je pense pas qu'on aura beaucoup de parties encore par la suite. Je vous remercie d'avoir répondu présent aux parties précédentes. Je vous remercie pour le soutien. Et dans cette partie-ci, nous allons commencer par les questions de Sacha du 54, une personne qui me suit avec assiduité et qui a plutôt une activité autour de ma chaîne sur Sens Critique. En tout cas, c'est à partir de Sens Critique qu'il m'a envoyé ces questions. Et encore une fois, merci à lui parce que j'ai failli louper en fait ces questions parce que je vais pas sur Sens Critique et au détour comme ça, je me suis dit tiens, je vais aller sur Sens Critique pour voir un petit peu ce qui s'y passe, et j'avais quelqu'un qui m'avait posé une question en MP, donc j'ai eu de la chance. Merci donc à Sacha du 54. Sa première question: quand un youtubeur fait une vidéo sur sa collection de films, exemple le gardien du cinéma, est-ce que tu prends du plaisir à la regarder? Est-ce que tu trouves de la nouveauté, pardon? Montre-moi des films pour lesquels tu as dépensé de l'argent, parce que c'est aussi ça quand même, on dépense de l'argent pour des films qu'on a quand même envie d'un petit peu garder chez soi, et je te dirai qui tu es. Donc ça donne une bonne idée de ce que souhaite la personne, parce que souvent elle fait des commentaires sur la plupart des films qu'elle range ou qu'elle montre, donc on a un meilleur avis sur les goûts de la personne, sur la personnalité. Quand on fait ce genre d'exercice, généralement on prend le film, on dit 2-3 mots et on le range. Et ces fameux 2-3 mots, ce sont les premières choses qui viennent à l'esprit de la personne. Donc ça donne aussi la valeur que donne la personne au film. Donc ça donne tout de suite, ça met les points sur les i. Quand la personne doit brasser une cinquantaine de films, elle va vite. Et donc, elle va à l'essentiel concernant certains films. Donc, tout d'un coup, un film qu'on adore, il y passe même pas une seconde. Et tu te dis, oh là là, lui, il a peut-être pas les mêmes goûts que moi, et donc il doit avoir une personnalité peut-être. Voilà, si c'est quelqu'un qui aime bien, je sais pas moi, certaines comédies qui sont particulières, on se dit, il a peut-être un certain humour, donc ce sera pas le mien. Donc, il y a des appréhensions, des préjugés qui peuvent tomber assez rapidement. Et au final, ça donne vraiment une image de la personne. Chaque cinéphilie, on peut la retrouver facilement quand une personne commence à faire une vidéo sur sa collection. Et du coup, la personnalité de cette personne est clairement identifiée, je pense. Au-delà de simplement regarder la vidéo de collection pour dire j'ai vu ce film, j'ai pas vu ce film. Moi, je m'en fous de ça. Je passe à côté. Ce qui m'intéresse, c'est le commentaire que fait la personne de ces 10 films. Ensuite, question numéro 2. Est-ce que tu regardes les chaînes comme Perlounavé, Lycalion Rock ou les critiques du Bazar du Grenier? Qu'est-ce que tu penses de ces chaînes? Perlounavé, alors malheureusement, désolé, mais malheureusement, on va dire que la personne qui s'occupe de cette chaîne, quelqu'un, un bon ami, la connaît, et du coup il m'a dit ah oui, tu sais pas, cette personne elle fait une émission sur YouTube. J'ai dit ah bon, comment ça s'appelle? Perlounavé. Ah d'accord. Pour moi c'est de la poubelle, ça vaut rien, enfin c'est nul, comme disait mon prof de cinéma, c'est nul, ça vaut rien, enfin perdez pas votre temps quoi. Vous savez, c'est ces émissions de quota, elle a rien pour elle. Voilà, Herbert Souzala, tu me dis, voilà, elle a arrêté, je crois que ça valait mieux qu'elle arrête, parce que c'était un peu gênant. Et quand on dit, oui, il faut que les femmes soient représentées sur YouTube, il n'y a aucun souci, il faut qu'elles soient représentées sur YouTube. Sauf que quand tu vois des émissions comme ça, tu dis, c'est compliqué quand même de représenter sur YouTube la gente féminine avec une qualité aussi pourrable. On fait avec ce qu'on a, bien sûr, mais quand on n'a rien à dire sur un film, on la ferme. Parce qu'après, ça fait ça brasse du vent pour rien. Et ça, c'est très dur quand on se dit qu'on a envie de parler d'un film et qu'on n'a rien à dire. Donc là, il faut se faire violence un petit peu. Ou alors trouver des films dont personne ne parle. Alors là, on se dit, on a quelque chose à dire puisque personne n'en parle. Voilà.
Mais quand on brasse du vent sur des films que tout le monde a vus, c'est vraiment de la chaîne qui sert à rien. C'est de la chaîne quota, ça vaut rien. Donc pour moi, ça ne vaut rien. Et Lycaon Rock, il commençait avec un truc très bien, de l'animation faciale, façon de parler. Mais en tout cas, un personnage animé qui parlait. Bon, les sujets étaient nuls, mais bon, il en parlait, c'est bien. Je me dis, ah, enfin, un petit personnage en animation, je trouve ça bien. Mais dès qu'il est apparu, c'est devenu de la poubelle, quoi. Avec, vous savez, les trucs, on prend un film pas très bon, on lui fait un espèce de thermomètre de la nullité. Tout ça, c'est rien, quoi. C'est rien. C'est rien du tout. Les critiques du bazar de grenier, des fois j'écoute, c'est sympa, mais bon, ça reste un avis random, des fois de gens très maladroits quand ils parlent de certains films, quoi. On l'est tous à un moment, il n'y a pas de souci, mais j'espère que les gens qui écoutent ne sont pas trop influencés par leurs critiques, c'est tout. Parce que des fois, ils sont vraiment maladroits. Quand ils écoutaient, et c'est là qu'Anal Génocide avait bien raison, quand on écoute Ad Astra, c'est un peu consternant, quoi. C'est un peu bête, c'est bête. Perle Navé et Lycaon Rock, je ne regarde pas du tout. Et les critiques du bazar du grenier, je les écoute d'une oreille distante et occupée, on va dire. J'ai partagé sur Facebook une vidéo de Anal Génocide. Disney, c'est de la merde, c'est exact. Mon avis dessus. Mon avis sur ce youtubeur en général. Qu'est-ce que tu penses de lui quand il dit que des critiques de cinéma comme The Panda sont des cancers? Quelle serait ta réaction si ce youtubeur se permettait de dire que tes critiques sont des cancers? Ou en tout cas que mes critiques c'était de la merde. On va résumer comme ça. Donc oui, en gros voilà, In The Panda c'était du cancer et tout ça. Alors attendez, parce que ça j'ai des papiers à ce propos. La vidéo Disney c'est de la merde. Donc c'est une vidéo qui traite de l'hégémonie culturelle de Disney, c'est-à-dire des contes originaux rabaissés par les écriteurs de scénarios de Disney pour lisser le contenu, les thèmes, la morale pour les enfants. Ça c'est le principe de Disney vis-à-vis d'utilisation de contes, et montrer finalement, et il a bien raison, l'incapacité à la firme aux grandes oreilles de raconter l'histoire d'origine. Impossible, quelle qu'elle soit. Même leur propre histoire. J'entends par là Pocahontas. Ils sont même pas capables de faire la véritable histoire. Le plus reprochable, c'est de le raconter à la façon américaine. Ce qu'ils reprochent, par exemple pour La Petite Sirène, ce que moi, ça m'a pas sauté aux yeux en fait, mais ce qu'ils reprochent pour La Petite Sirène, ben moi je le reproche à mon niveau pour Hercule. J'aime beaucoup la mythologie. Hercule, j'étais assez à cheval en fait sur le mythe et ce qu'ils en ont fait avec du gospel et tout ça, enfin avec les femmes là, les muses qui sont en train de chanter et tout ça. Moi j'ai mal vécu Hercule. Ok, c'était intéressant sur le moment, mais je trouvais que c'était une honte, quoi. Et lui, il l'a vraiment vécu avec La Petite Sirène, cette honte et cette révolte envers Disney. Les gens ne connaissent pas les origines, mais ils connaissent les versions Disney. Et certains ne feront pas l'effort de chercher pour leurs enfants les véritables histoires. Et donc on pourra dire, quelques années plus tard, bah, je connais l'histoire d'Aladin. Ah bah non, certainement pas. Tous ces contes sont racontés par Disney et sont mis au même niveau, finalement, que d'autres contes comme Aladin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence de nationalité, par exemple, de sensibilité, de type d'histoire. Non, parce que tout a été aligné par rapport à Disney. Et ça, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on flingue des générations avec des représentations, et j'entends par là des représentations parents et enfants. C'est-à-dire parents qui ont vécu, par exemple, Disney en animation, et les enfants de ces parents qui vivent l'animation live. C'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe culturelle qui est renouvelée par Disney. Je veux dire, par exemple, à plus petite échelle, le génie, pour certains petits, ce n'est pas du tout le génie représenté par Robin Williams. Ce sera Will Smith. Voilà, un plus petite échelle, c'est ça. Et bien, imaginez ça à l'échelle du conte. Certains connaissent très très bien le conte,
quelle que soit, ou même l'histoire originale, mais pour les petits, l'histoire originale, ce sera le Disney. Si les parents ne font pas une démarche responsable, les parents sont responsables. Il met ça en valeur dans la vidéo, il a vraiment raison de le mettre en valeur. Le soft power américain, oui, Frédéric, en effet. Et dans ce sens-là, Disney contrôle le contenu. Il est omniprésent. Comme il disait, tout est passé par le moule Disney. C'est-à-dire, Disney impose une vision fausse d'une culture, d'une philosophie et dans l'absolu d'un pays, même de leur propre pays. Je veux dire, Pocahontas, c'est quand même leur histoire à eux. Et du coup, tout cela a un impact sur la société, on le sait. Et ça a dans un sens le message, un message particulier qui véhicule. Parce que bien sûr, quand on fait une adaptation, quand Disney fait une adaptation de ces histoires, eh bien il y a une orientation. Il y a des choses qui ont été enlevées. Pourquoi ? Pourquoi ça n'est pas été gardé ? Ah bah parce qu'il y a une ligne éditoriale, il y a une tradition. Il y a la religion qui s'y mêle aussi, parce qu'elle est conservatrice quand même, la firme aux grandes oreilles. Au-delà de simplement permettre après de vendre du merchandising sur le dos des contes, on formate la conception du monde, des histoires, de la culture, avec ce type de production. Mais on s'en fout, si on est déjà aliéné, on s'en rend pas compte. Mais c'est qu'ils ont déjà gagné. Mais comme ce qu'il disait, je crois que c'était lui, il me semble, le discours n'est pas une excuse à la médiocrité, il me semble que c'était lui, et il y a une citation qu'il fait, je crois que c'est une citation, c'est de Godard dans Je vous salue Sarajevo, qui est un court-métrage de 1993, il est de la règle que de vouloir la mort de l'exception. Et entendez là l'exception, les histoires originales. Et je trouve ça absolument terrifiant, et je trouve pour le coup qu'il a totalement raison avec d'avoir fait cette vidéo pour taper sur la table. Parce que je pense, alors je suis pas certain, je sais pas s'il en a parlé, mais je pense qu'il doit avoir un rôle dans la pédagogie, il doit être prof ou quelque chose comme ça, anagénocide bien sûr, puisqu'il parle souvent d'enfants à qui il fait lire des choses et tout ça. Je pense qu'il doit avoir un boulot dans l'éducation, et lui je pense qu'il est plutôt bien placé du coup pour la sensibilité par rapport aux jeunes, et il a raison de parler de cette façon pour pousser une gueulante. C'est assez dramatique quand même. Donc voilà pour cette vidéo, Disney c'est de la merde. Et dans l'absolu, mon avis sur ce youtubeur, écoute, merci Dersu, tu me dis qu'il est prof, ça ne m'étonne pas. Mon avis sur ce youtubeur, je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent, il se fait plaisir à le rappeler d'ailleurs qu'il est très intelligent, comme il dit en taquinant et en provoquant les autres, presque en torturant les autres, mais son idée c'est qu'il se fait plaisir plutôt que mettre à mal l'autre, mais c'est d'abord jouir de sa propre puissance que de mettre à mal l'autre. J'aime bien, je suis sûr que j'apprends une autre façon de penser, et j'apprends finalement des choses, puisque j'ai regardé des films qu'il a présentés, qu'il a conseillé en vidéo, notamment sur les comédies romantiques. J'en ai regardé quelques-unes qu'il a proposées. Elles sont pas toutes bien, mais il y en a qui valent vraiment le coup. J'ai été très surpris par Kiss Me Stupid, je crois que c'est le titre en anglais, très 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 bien. Et aussi Sabrina. Très très bien, vraiment quelqu'un de très cultivé, comme tu dis, voilà, bonjour, très cultivé. Mais par contre, voilà, si tout d'un coup on n'est pas d'accord, faut sacrément se préparer avec l'argumentaire, parce que lui il sait argumenter. Alors il faut s'accrocher. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est à suivre, je pense, pour s'enlever de préjugés culturels et avoir une tête peut-être mieux composée. Après, il faut aller aussi au-delà du discours un peu provoquant et de la taquinerie qu'il fait dans ses vidéos. Et à partir de là, si on ne se sent pas visé, en fait, tout simplement par ses dires, je trouve qu'il y a des choses à prendre dans ses vidéos, clairement. Et puis quand il tape sur Disney de cette façon, je trouve qu'il a raison. Quand les spectacles sont si pauvres, les derniers spectacles de Disney sont quand même assez pauvres,
Et pourtant, ils peuvent en sortir des choses intéressantes. Hein. Tomorrowland, c'était un truc intéressant. Mais il faut pas se laisser aller à « Ah, oh, c'était pas si mal. » Non, c'était de la merde. Point. Il faut assumer. Et pas trouver des excuses. C'est plutôt ça. Donc moi, je suis d'accord. Et après, quand il me demande, Sacha 1054, qu'est-ce que tu penses de lui quand il dit que des critiques de cinéma comme In the Panda sont des cancers? Alors, deuxième petit papier. Alors, il parle de In the Panda comme cancer, selon lui, selon Annales Génocide, c'est-à-dire un inculte qui vient parler et critiquer des choses qu'il ne connaît pas. Dans son cas, c'était un livre d'images, et va conditionner un large public, un public jeune généralement, par son avis. C'est le manque de recul du public jeune, le fait que les masses jeunes suivent des personnes comme The Panda, qui le rendent cancer. Parce qu'il va donner de mauvaises informations à des gens qui ne vont pas, encore une fois, faire des démarches par recul, des démarches d'information, aller puiser les choses qu'il faut pour avoir un meilleur avis sur le film. Ils vont s'en remettre à cette personne qu'ils suivent, parce qu'ils considèrent qu'il aura fait la démarche totale d'information. Alors ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'était pas le cas pour, par exemple, In the Panda et le livre d'images. Moi, par exemple, je serais très très mal placé pour parler du livre d'images parce que je n'ai pas vu les démarches précédentes de Godard qui amènent au livre d'images. Parce que à ce niveau-là, je pense pour Godard, le livre d'images, c'est pas une consécration ou comment dire, quelque chose comme ça qu'on peut prendre en considération tout seul. C'est une suite d'expérimentations qui aboutissent jusqu'à maintenant au livre d'images. Mais avant, il y a eu d'autres choses. Moi, je me rappelle le film Socialisme, mais des démarches dans les années 2010, 2000, que moi, je n'ai pas vu. Et ce serait bête de prendre le train en route avec ce film-là, alors que je n'ai rien vu d'avant. Donc, il faut aussi faire la démarche de bien orienter son regard pour après réceptionner l'œuvre au meilleur que c'est. Je suis sûr qu'il y a des choses à prendre dans un livre d'images, mais c'est trop brut, en fait, si on le prend de face comme ça, sans s'être préparé. Et c'est donc en cela qu'il est cancer, parce qu'il transmet de mauvaises paroles, un mauvais avis, à des foules qui potentiellement ne feront pas des démarches par la suite. Après, je pense qu'on peut étendre ça à des gens qui n'ont rien à dire, la vacuité des propos, non seulement la vacuité des propos, mais aussi la bêtise de certains propos, l'inculture, ça c'est quand même, ça a l'air de le toucher beaucoup, que les gens n'ont pas de culture, mais après on peut reconnaître cette inculture et vouloir y remédier. Moi, ce serait le cas, honnêtement. Si on me dit que je n'ai pas de culture par rapport à certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il faut m'aiguiller. Il faut me dire, alors, je n'ai pas de culture, par exemple, dans le giallo. Très bien. Alors, comment je peux y remédier? Est-ce qu'il y a des portes d'entrée? Par exemple, je ne connais pas Pasolini. Très bien. Alors, dans ce cas-là, je voudrais qu'on remédie à ce problème par où je peux commencer pour regarder du Pasolini. Quelle est la meilleure porte d'entrée pour ne pas trop m'effrayer par rapport à ce que fait Pasolini et me donner une porte d'entrée qui soit accessible et après rentrer de plus en plus dans sa filmographie. Un ordre d'idées, voilà. Moi, c'est ce que je demanderais. Plutôt que, tu ne sais pas et c'est tout. Non. Il y a ceux qui sont bêtes et qui refusent qu'on dise qu'ils sont bêtes et d'autres qui disent « Ok, je ne sais pas ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ?» Mais il faut dépasser les références. Parce qu'au bout d'un moment, oh là là, je connais Tarkovsky. Ouais, bon, Tarkovsky, c'est un peu facile. Mais il faut aller plus loin. Il faut casser ses habitudes. Et ça, c'est très dur. Il faut arrêter de promouvoir le système. Mais après, c'est un problème sur les choix de films. Et là, on en revient à des choses plus de l'ordre de survie de chaîne. On fait les vidéos sur les grosses sorties, des gros blockbusters, parce qu'on a besoin de générer des flux. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais quand tu vois que des gens qui sont censés être cinéphiles dans un sens aussi culturel et diversité ne font pas l'effort de le faire, bon, c'est un peu gênant, quoi. Il aborde une position élitiste assez détestable. Oui, mais je pense aussi que c'est dans son personnage d'élite. Mais à un moment, si tu te sens pas menacé par son élitisme, tu le prends pas de plein fouet, son élitisme. Moi, certaines fois, en fait, à un moment, je dois bien vous avouer, j'avais l'impression qu'il parlait de moi.
c'est qu'à un moment, il parlait d'une... je saurais plus vous dire dans quelle vidéo, mais il disait à un moment qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé d'un film de Murnau au beau milieu de films pas très intéressants. Et moi, il me semblait que c'était... il parlait de moi, en fait. Je ne saurais pas vous dire l'impression, en fait, que ça me donnait, mais j'ai l'impression qu'il parlait de moi. Après, voilà, c'est peut-être une fausse impression, hein. Le fait qu'il envoie ses propos face caméra, on se sent forcément visé. Non, pas forcément. Non, ça c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Si les propos ne te touchent pas, ou tout simplement, je sais pas moi, non, il parlait de Zoltan. Ah, bah écoute, moi, il me semblait qu'il parlait de moi. Mais il disait à un moment, en effet, que Zoltan, était peut-être celui qui faisait le plus d'efforts. C'est peut-être le cas, c'est vrai, hein, je pense qu'il fait des efforts, mais après, Zoltan, lui, il veut faire fonctionner une chaîne aussi. Il veut générer des flux sur une chaîne, et donc, du coup, ça passe aussi par des contenus qui sont un peu plus faciles pour un grand public. Et ça, c'est ce qui peut le perdre aux yeux d'Anal Génocide. Hein. Je pense qu'il s'en sort très bien, Zoltan, mais aux yeux d'Anal Génocide, ça réduit ça réduit la culture qu'il peut mettre en valeur. Et c'est dommage. Oui, Zoltan veut percer. Non, mais je trouve qu'il y arrive. Hein. Il y arrive, hein, Zoltan. Et il est pas mauvais. Hein. Il est pas mauvais pour percer. Par exemple, là, il avait fait des lives récemment sur des films français et sur une analyse de séquence de Gladiator. Ah, ça, on va juste en parler un bref instant. Je suis désolé, hein. Zoltan, si tu m'écoutes, je suis désolé. Mais ton analyse de séquence de Gladiator, c'était de la grosse daube. Hein. C'était de la daube. Je suis arrivé juste en fin de live. Je n'avais pas vu la notif, mais il ne parle pas des plans en fait. Il ne parle pas du montage et il ne parle pas des plans. Le rapport d'échelle, ce que veut dire le plan, pourquoi il est là, la vue d'ensemble des quelques plans, qu'est-ce que ça veut dire, il y a des trucs, mais dans les plans qu'il a juste loupé en fait. Et je dis pas que je commence pas à pinailler, mais juste des trucs évidents dans les plans qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas du tout parlé des sons. Zéro. La bulle. Il ne parlait que du visuel, mais le son est super important. L'impact sonore, la musique, les paroles et dans quel plan on a telle ou telle parole. Le fameux, un moment au début du film, il y a Russell Crowe qui dit « ils ont dit non » et le moment où il dit « ils ont dit non », par rapport au cadavre qui arrive à cheval, ça donne un effet en fait. Il ne parle pas des effets et des choses qui ont créé l'effet. J'entends l'effet, la réaction chez le spectateur, bien sûr. Et donc ça manque énormément à son analyse. Et il ne s'agit pas de clash, Frédéric, mais vraiment d'un constat général sur les 40 minutes que j'ai vues de la vidéo, je n'avais pas terminé. Ça manque cruellement, en fait. Je ne sais pas si... En fait, il y avait beaucoup de descriptions, mais pas de travail sur la mécanique des plans. Et c'est super dommage, en fait. Surtout pour une séquence qui est riche, hein, pour le coup... C'est une séquence très riche. Et le point de vue, la question du point de vue. Par exemple, à un moment, il disait que on avait les soldats romains qui commençaient à se déplacer. Donc on voyait qu'ils soulevaient les boucliers, qu'ils se déplaçaient de la gauche vers la droite. Et puis tout d'un coup, il y a un autre plan qui est de la droite vers la gauche. Ah, tu dis, tiens, Ridley Scott, il a filmé d'abord les soldats qui vont de la gauche vers la droite. On les voit se déplacer, ok. Et tout d'un coup, de la droite vers la gauche. Mais c'est pas logique, il n'y a qu'une seule rangée de Romains. Ben pourquoi il met ces deux plans presque à côte? Eh bien tout simplement pour que ça fasse un entonnoir presque, pour montrer que finalement les barbares sont tenus par la droite et par la gauche. C'est un étranglement que font les Romains sur les barbares. Et l'étranglement, bon là il est représenté visuellement par le montage, mais il est représenté dans le film par les différentes projectiles enflammés qui apparaissent derrière les barbares et qui coupent leur retraite en fait. Donc, dans le film, c'est représenté par la masse de Romains qui se présentent devant les barbares et les vagues de flammes derrière les barbares. Ils sont entourés par les forces armées. Par le montage, ils sont entourés aussi par ces deux plans de Romains qui se déplacent vers eux, de la gauche et de la droite. Alors que c'est finalement la même rangée en fait. Mais il a doublé le plan et il a presque fait un miroir horizontal sur le deuxième plan pour donner l'impression qu'en fait... C'est un goulot d'étranglement, quoi. Donc ça, voilà, par le montage, on crée un effet. Et ça donne une impression chez le spectateur. Et c'est ça de l'analyse. C'est pas juste d'écrire le plan. Pour dire, regardez, oh là là, il y a beaucoup de figurants. Non. Ou dire, oh là là, là, il y a des flammes sur les flèches qui sont
qui sont éteints par rapport au plan précédent. Mais ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y a une nombre de répétitions pour créer l'effet esthétique. Et du coup, on peut rembrayer sur des idées de production. Voilà. Donc, passer d'une analyse interne, c'est-à-dire uniquement le rapport au plan, à quelque chose d'externe. Un contexte extérieur, un contexte de production. Donc, analyse externe contre analyse interne. Et souvent, on peut naviguer entre les deux, que pour donner de la richesse à l'analyse. Voilà, des choses comme ça. Alors, je pense que la prochaine fois qu'il fera une analyse, j'essaierai d'être présent pour un peu plus appuyer. Dans l'absolu, si, encore une fois, si il a envie que je vienne pour qu'on analyse ensemble, avec un énorme plaisir. Hein. Moi, je serais très très content de revoir Zoltan, déjà d'une première fois de le revoir, hein, et de pouvoir participer à une vidéo avec lui. Hein. Moi, j'ai toujours dit que je voulais être avec lui pour faire quelque chose, donc, et moi, il n'y a pas de souci. Hein. Même si, voilà, Movie Quest, il n'y a pas eu de suite, moi, je serais tout à fait ravi de revenir discuter avec lui, hein, parce que c'est un mec très sympa, il y a plein de choses à dire ensemble. Hein. Et les quelques vidéos qu'on a fait ensemble, ça s'est bien passé. En tout cas, celles qui sont publiées, je devrais dire. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut casser ses habitudes et aller sortir un peu les doigts du cul pour proposer un contenu que les autres n'ont pas. Après, le problème, c'est que ça va baisser le DMAT, forcément. Ça coince un petit peu, pour le coup. Et sa dernière question, donc par rapport à ses idées de cancer... quelle serait ta réaction si ce youtubeur se permettait de dire que tes critiques sont des cancers, ou en tout cas que je suis un cancer? Alors je pense que dans ce cas-là, il n'aura pas fait la démarche de regarder l'intégralité de mon travail, ça j'en suis à peu près sûr. Donc son avis serait biaisé. Moi je lui répondrai pas en vidéo, hein. Je ferai pas comme Padawan HD, hein, mais je lui répondrai par message. Et je lui dirais que voilà, s'il a des conseils en termes de films, qu'il me le dise avec moi, j'écouterai avec plaisir ce qu'il a à me proposer. Et si tout d'un coup il a envie qu'on débatte ensemble, écoute, il n'y a pas de souci. Après, je suppose qu'il me donnera à peu près la même réponse que ce qu'il a fait à Padawan HD. Je ne réponds pas ou je ne me mêle pas à la foule des faquins. Mais bon, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je sais très bien que j'en suis pas un, ou en tout cas que j'en suis moins un que d'autres. Donc, moi, ça me gêne pas, du coup. Mais il faudra que l'argument soit solide, parce que, bon, moi, je me souviens d'à peu près toutes mes vidéos. Je sais la valeur que je donne à certains films par rapport à d'autres. Et je sais que je peux, à mon niveau, creuser un peu plus profondément que d'autres chaînes. En tout cas, s'il fait une petite démarche de recherche, il verra bien que je parle très bien de films actuels. J'ai aussi parlé de films qui sont bien avant ma naissance, et des films aussi qui ne sont pas du tout dans mon cercle commun. Et dans lesquels, clairement, dans mes vidéos, je revendique mon inculture et mon envie de dépasser ça, ou en tout cas, je dis que ce film, je n'arrive pas à le comprendre, ou en tout cas à en avoir du plaisir, et que je souhaite essayer d'y remédier, quoi. Je veux dire par là, moi je pense à The Assassin. The Assassin, je l'avais vu, j'avais fait une vidéo, et je me suis senti pas bien devant ce film, parce que je n'arrivais pas à prendre du plaisir devant la beauté du film. Mais je le revendiquais, clairement. Et d'une part, je le revendique, et du coup, je souhaite presque vouloir en guérir, en fait, de ce problème. Et ça, c'est le plus important. C'est de voir qu'il y a une faiblesse, de le dire clairement aux autres, de partager la faiblesse vis-à-vis d'un film, et de dire, voilà, si vous avez des choses qui peuvent peut-être dans le même style, me faire prendre pied plus clairement, eh bien je le souhaite vraiment. Voilà. Donc c'est un appel en fait au public pour remédier aux problèmes, à l'inculture que je peux avoir. Pour le Giallo, c'était la même chose. On m'a conseillé des films que j'ai regardés par la suite. Pas tous, mais j'en ai regardé. Et c'est le plus important. C'est de suivre un peu les conseils vis-à-vis des films. Et je pense que, bien sûr, ça, c'est disséminé dans toutes les vidéos. Je suis sûr qu'il tombera pas sur les bonnes. Hein, il regardera, oh là là, il a parlé d'un film d'ici, il a parlé de film d'animation pour les enfants, il a parlé de Disney, ah bah oui, bah lui il est catégorisé faquin. Bon, s'il se rend compte que, voilà, sur toutes ces vidéos-là, j'ai fait quand même, voilà, quelques vidéos qui valent le coup,
On dirait, lui, c'est un faquin et demi. Ah, bon, c'est déjà bien. Mais voilà, s'il venait à faire une vidéo sur mon travail, moi, je lui répondrais. Après, qu'il prenne en compte mon avis ou non, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je sais que je fais pas de la merde. Et je sais aussi que s'il fait une démarche totale comme il l'a fait avec Padawan HD, bah, il me donnera des conseils. Il me dira, bah, regarde ce film-là, regarde celui-ci, et moi, ça me suffira. Voilà. C'est son personnage aussi qui s'amuse à créer du conflit. Donc quand on sait ça, tout passe mieux en fait. C'est qui ce Padawan HD? Oh, c'est quelqu'un qui est là depuis assez longtemps, qui fait des vidéos sur les jeux vidéo, mais récemment il a commencé à s'orienter par rapport au cinéma et voilà, il a dit 2-3 trucs dans certaines vidéos qui sont un peu bêtes. Et Anna Gélocide l'a un peu trituré et Padawan HD a répondu malheureusement. Et ça a créé des conflits et bêtement. Alors d'ailleurs ça on peut embrayer sur ça parce que moi il se trouve que j'ai fait quelques papiers sur ça. J'ai écrit un petit peu sur ce conflit parce qu'il y avait des choses intéressantes à prendre. Donc on va embrayer sur un truc que j'avais pas forcément prévu, mais écoutez, j'ai mes notes à côté, donc autant en profiter un petit peu. Que je mette un peu d'ordre dans mes papiers. J'ai beaucoup de papiers là à côté de moi. Padawan HD, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a quelques mois. Je regardais énormément de vidéos, hein, vous savez, en fond sonore. Parce que bon, un mec qui fume dans sa pièce là, avec des néons, bon, ça tu le vois une ou deux fois et après tu passes uniquement à l'audio. Et c'est pas plus mal. Surtout que sa voix à l'audio, elle passe bien. C'est une chaîne qui parle beaucoup de jeux vidéo. C'est quelqu'un qui est plutôt, je trouve, qui est assez orienté sur le rétro. L'impression que le rétro est plus intéressant que ce qu'on fait en ce moment. Il a fait quelques vidéos sur les films. On sent clairement que c'est quelqu'un qui trouve qu'à partir des années 2000, ça se barre en couille. Avant c'était mieux, vous voyez. C'est l'impression que ça me donne. Hein. Et voilà, il a commencé à taper un peu sur tout. Et à un moment, il fait une vidéo sur le cinéma français, c'est de la merde. Sur le fait qu'il faut être exigeant, que le bon cinéma, bah, il est à chercher, mais ça, bon, tout le monde peut le dire, et qu'il y a un problème aussi, et ça je pense que c'est le cas, il y a un problème de médiatisation. Le fait aussi que, oui, vous allez entendre un peu de bruit derrière, il n'y a pas de souci. Le fait que vous allez aussi financer le cinéma français avec le cinéma américain, ça c'est important. On reproche assez facilement voilà, les comédies, les drames sentimentaux, filmer le réel. C'est-à-dire que moi aussi je le reproche, j'entends par là que filmer le réel, on ouvre la fenêtre et on a le réel. Alors pourquoi aller en salle pour le voir? Et puis tout d'un coup, je crois qu'il s'appelle DG parce que Padawan HD c'est plusieurs personnes dans le groupe, mais je crois qu'il s'appelle DG dans le groupe YouTube. Je crois que DG parle d'un moment de Le Cœur des Hommes. Et Le Cœur des Hommes, il se trouve que c'est un drame romantique et qu'il a été touché. Parce que ça l'a renvoyé à sa réalité pour le coup. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il reproche les drames sentimentaux, le fait de filmer le réel, et il est touché par Le Cœur des Hommes, qui est finalement aussi une sorte de drame sentimental, j'allais dire de comédie romantique, pas forcément, mais quelque chose de romantique qui essaye de coller à une réalité, qui se mord un peu la queue malheureusement. Tout comme moi, je pourrais reprocher de se filmer le réel et tout ça que je n'aime pas. Et finalement, je suis touché par Preki, le film polonais là, dont je vous parlais, qui est clairement un film filmé le réel, vous voyez. Donc il y a un paradoxe dans tout ce qu'on fait. Et il évoque aussi le fait que voilà, le cinéma est financé par la télévision, les régions, le CNC avec le prix du billet. C'est-à-dire que le film est produit directement et la diffusion est prévue à l'avance. Donc c'est avec des recettes, différentes recettes, avance sur recette, et que le cinéma français ne prend pas de risque. Et ça, c'est quand même un problème. À cela, Anna Génocide, il a répondu. Il parle de culture lacunaire de la part de DG, mais vraiment, genre, lacunaire. Et là, pour le coup, c'est très difficile de tout équilibrer. D'équilibrer par pays, d'équilibrer par décennie, d'équilibrer entre des plaisirs, clairement, qui ne sont pas du tout des plaisirs qu'on peut lier à des grands films, le patrimoine, les découvertes, la curiosité, et pour ma part,
j'ai eu voilà, récemment du coup un déménagement et du coup je suis avec quelqu'un qui a une culture cinéma très différente de la mienne. Voilà, cinéma norvégien, cinéma vraiment d'autres pays, presque plus d'autres pays que français, et cinéma indien, Bollywood et tout le bazar. Et du coup ça fait une belle surprise par rapport à ce que moi je consomme comme cinéma. Et ça, il faut faire aussi une démarche pour sortir de son petit confort, n'est-ce pas? Et ça, cette démarche, il faut la faire le plus tôt possible, parce qu'après, on aura trop de choses à rattraper, trop de choses à équilibrer. Après, dire que c'est de la merde alors qu'on n'a rien vu, ou pas les films considérés comme nuls, ou en pressant un exemple sur les tuches, ça c'est maladroit. Ça reste des films populaires, mais ce n'est en aucun cas représentatif du cinéma. Dans ce cas-là, du cinéma français. C'est la même chose que dire bêtement cinéma américain, c'est de la grosse daubasse, en prenant uniquement l'exemple du cinéma de Disney. Et faire aussi la distinction entre box-office et qualité. Le fait que ça ait eu un gros succès au box-office ne veut pas dire qu'il y a de la qualité. On sait très bien que c'est le matraquage médiatique qui fait le succès de beaucoup de films, et pas forcément la qualité. Comme il dit, et ça c'est très vexant de l'entendre, mais quand on se considère pas comme quelqu'un de mauvais, de médiocre, on n'est pas violenté par des films médiocres pour des gens médiocres. Combien de fois j'entends Anna Génocide parler de le fait que Hollywood, ou même plusieurs filmographies, plusieurs pays font des films médiocres pour des gens médiocres. Parce qu'ils considèrent que beaucoup de gens qui vont au cinéma sont des gens médiocres et qui ne seront jamais élevés par les films déjà un peu plus travaillés, et qu'ils continueront à regarder de la merde. Donc des films médiocres pour des gens médiocres. Et donc il évoque une contradiction, évoquer le quotidien, reprocher le quotidien voilà, dans les films, et être touché par des scènes de quotidien dans d'autres films. Voilà, donc et là tout d'un coup c'est accepté. Le problème du cœur des hommes, il met en valeur ce paradoxe chez DG de Padawan HD. Alors attendez, je tourne mon papier parce que j'ai quand même écrit pas mal. Et je trouve qu'il a raison, Anna Génocide, quand il dit que les gens ne sont pas filmés dans les films de super-héros. Surtout chez les Marvel. On se rend compte que les gens n'existent pas dans les films Marvel. Et j'entends les gens, la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, tout simplement. Il y a une certaine logique aussi que les journaux et les médias nous montrent aussi. Les gens sont cons, hein. Bonjour, je suis optimiste. Mais moi je trouve que je suis d'accord avec lui. Hein. Pas peut-être dans les mêmes proportions, mais les gens sont débiles. Hein. Les gens sont bêtes. Bêtes. Et des gens qui manipulent facilement, ils ont la moitié de la population dans leur poche, quoi. On le voit bien. On l'a bien vu avec notre président. Enfin, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on était mal placés, donc bon. Mais pour revenir à ces histoires de mort, on ne sait pas pourquoi les héros se battent dans les Marvel. On voit personne. Et ça, c'est un problème général, en fait, des films de super-héros, c'est que on ne voit pas pourquoi les héros se battent. Pour la planète, oh là là, pour la population encore vivante, on ne la voit jamais. Comment veux-tu dramatiser la survie de l'humanité si on ne la voit pas? C'est pour ça que moi j'aime bien les petites démarches que peuvent faire DC. C'était pas le centre de leurs propos, mais dans Man of Steel, on voit des gens mourir. On voit aussi le peuple mourir dans, par exemple, Godzilla, King of Monsters. Un petit peu. Mais c'est important de le montrer. Pour montrer que finalement, il y a une guerre pour l'humanité qui se déroule. C'est important de montrer le peuple. Le peuple en souffrance, le peuple mourir, le peuple qui disparaît. Joker montre le peuple. Oui, mais le problème de Joker, c'est pas qu'il montre le peuple. Hein. C'est tout le reste. Hein. C'est la structure générale, c'est ses influences qu'il n'arrive pas à dépasser. Il ne les dépasse que dans les 20 dernières minutes. Alors. Donc oui, c'est montrer les morts, ça permet de dynamiser l'objectif des héros. Et du coup, leur quête et leur affrontement semblent moins abstraits. On montre que, par exemple, Captain Marvel. Le mec, il commence à lancer des lasers et tout ça sur la Terre. On n'a jamais vu, en aucun cas, la Terre menacée. On a vu, c'est un mec qui tire sur une Terre. Mais les seuls menacés, c'est les deux héros. Nick Fury et Captain Marvel. On s'en fout. C'est les héros, ils vont pas mourir. Il faut montrer des menaces sur d'autres choses. Et ça, c'est le problème.
des films de super-héros en général. La question qui se pose par la suite, c'est le cinéma est-il fait uniquement pour rêver? Lui, Anna Génocide, il a un avis très tranché sur la question. Il dit que le cinéma est fait pour te maintenir à ta place sociale, pour que la populace ne se rebelle pas. Du pain et des jeux, comme il disait. Alors, ce n'est pas la seule fonction du cinéma, mais il faut dire ce qui est. Quand il s'agit de grands spectacles de ce type-là, dans un sens, c'est le cas, hein. Pour éviter les pressions et faire en sorte qu'on se sente mieux, finalement qu'on n'ait pas des envies de révolte, eh bien on va avoir un gros blockbuster qui écrase tout. C'est une conception un peu réductrice, mais elle est présente. Quand j'entends des gens comme Durandal, faut dire ce qui est, qui ne peut pas accepter le cinéma de Michael Haneke, je trouve ça révoltant parce que c'est un cinéma qui est là pour choquer, angoisser, ou même d'autres films. Par exemple, moi, Jerry, de Gus Van Sant, je crois, Jerry, c'est un film qui m'ennuie énormément. Mais le film est peut-être là pour ça. Faut pas croire que le film est uniquement là pour faire plaisir. Il est aussi là pour attendrir, pour émouvoir, pour créer de l'ennui aussi. Et il faut passer par ces différents stades pour apprécier le spectre des émotions, le spectre de ce qu'est un film, de ce qu'est le cinéma. Faut pas se cantonner uniquement au cinéma qui nous fait plaisir. C'est trop réducteur. Et du coup, ça nous enferme aussi dans une définition, dans une curiosité. On veut encore regarder des films d'aventure. C'est sûr, on va pas aller très loin comme ça. Il disait que l'art peut être plein d'autres choses que juste représenter le beau. C'est vrai. Parce que si le film est uniquement pour rêver, eh bien on aura toujours la même émotion. Enfin, je veux dire, une même palette d'émotions. C'est pour ça qu'il faut faire varier sa cinéphilie, pour avoir un maximum de plaisir. Étendre son plaisir sur d'autres palettes. Quand il évoquait le film « Je vous salue Sarajevo » de Godard, je suis allé le regarder. Non seulement c'est intéressant, mais il y a une forme de poésie qui se développe. Alors que c'est juste une photo, avec un texte et une petite musique derrière. Mais il y a quelque chose qu'il arrivait à créer. Mais ça, j'en aurais pas été capable si je n'avais pas déployé, ma culture et ma sensibilité en regardant d'autres choses, en faisant moi-même du montage. Clairement. Le financement par le CNC, c'est un impôt sur la connerie comme il dit, mais quand on finance le cinéma français même, quand on va voir de la merde, qu'importe qu'on regarde du cinéma américain ou non, ou même sud-américain, on va de toute façon financer des films français et finalement dans un sens, ces succès de français comme le sont les Ch'tis, les Tuches, les Intouchables, des choses comme ça, qui sont des comédies qui sont un peu médiocres quand même, eh bien, ces succès font vivre une plus grande portion de petits films. Ça apporte de l'argent. Et du coup, ça apporte des financements pour des aides au scénario, pour des productions, pour donner l'aval que le CNC fait plus de commissions, parce qu'il y a plus d'argent à distribuer, parce qu'il y a eu plus de succès ou de beaucoup de gens qui sortent en salle. Donc finalement, c'est une très bonne chose. Grâce à cet argent donné par des gens qui sont allés voir en masse des films américains, eh bien, il est redistribué après. Et ça, c'est une bonne chose. Par exemple, voilà, on a le prix du billet, on a, je crois, à peu près 10% qui est enlevé et qui est amené au CNC. Ben, ça peut amener après des aides au scénario pour un projet, d'un film qui coûte 1,5 million, quoi. Pour faciliter des accès administratifs, par exemple. Bienvenue chez Ch'ti et Intouchables ne sont pas vraiment médiocres. Les Tuches, si. Si on considère leur portée sociale, comme les Tuches comme les deux autres, ce sont des films médiocres. Ce sont des films qui ne sont pas mal faits, mais ils sont quelconques et c'est pas grand-chose. Ils sont rien. Ils n'ont que d'aura leur succès commercial. Faut arrêter de déconner. Hein. On n'arrive pas à faire la distinction entre un succès commercial et une véritable qualité. Et ça, je le regrette. Et c'est là où je me retrouve, en fait, dans les propos d'Anna Génocide. On embraye, finalement, sur une autre idée. Ah oui, alors lui c'était encore un truc pas possible. C'était Eric Noof qui, là, avait parlé d'une idée de nostalgie. C'était lié, finalement, au cinéma français aussi. Lui, c'est terrible parce qu'il est complètement miné en fait par son cinéma qu'il a vécu quand il était plus jeune. Et du coup, lui, il ne peut pas sortir de là. Et à chaque fois qu'il voit un nouveau film, il ne peut pas le voir que par le prisme de sa nostalgie. Et Eric Noof, c'est un critique qui est, c'est un vieux monsieur quand même,
qui lui est complètement bercé par le passé. Et c'est dommage que quelqu'un qui a de l'expérience ne fasse pas plus de démarches pour dépasser ça. Il disait par contre quelque chose, trop de films sont produits. Et il disait une phrase qui m'a... Voilà, je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça. Il parle de... Il reste des films français, il n'y a plus de cinéma français. Ça c'est typiquement le truc. Voilà. Il reste des films français, il n'y a plus de cinéma français. Bam, vous avez 4 heures. Allez, c'est parti la dissertation. Je suis assez d'accord avec cette phrase-là. C'est l'impression que j'en ai, mais je pourrais pas aller dans le détail par manque d'avoir visionné des films. C'est compliqué de dire quel est le cinéma, des choses fortes qui regroupent des films français actuellement, pour dire qu'il y a quelque chose de français général. Tout le monde fait son petit cinéma de son côté. Tout le monde revendique sa personnalité, son individualité dans les styles et tout ça. Et du coup, c'est compliqué de trouver vous voyez, une espèce de dôme commun pour le cinéma. Et du coup, j'ai du mal à me dire, le cinéma français, c'est ça. J'en ai aucune idée. Par contre, des films français, il y en a. Et c'est ça, cette distinction qui est compliquée à percevoir. Eric Neuhoff, pour lui, il n'y a plus de risque à prendre. Et il prône un retour à l'ancien système. Ça, je ne suis pas d'accord. Sur Europe 1, il évoquait le cinéma de papa. C'est quelque chose qu'il veut. L'idée que le cinéma est super quand c'est une question de vie ou de mort. Dans un sens, c'est fort comme idée et ça peut donner des bonnes choses parce que quand quelqu'un, pour lui, c'est une question de vie ou de mort de faire le film, eh bien, vous inquiétez pas qu'il va s'investir dans le film. Il va mettre de sa personne. Il dit aussi que 250 films par an, c'est un petit peu trop. Est-ce que c'est un signe de vitalité ? Je suis comme lui, je ne pense pas. Il y a beaucoup de films qui sont faits vraiment de façon automatique. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de nécessité de faire un film. Le plaisir de faire des films, on peut peut-être vulgairement dire que voilà, il y a les auteurs et les autres. C'est trop fort de le dire comme ça, mais il y en a qui se voient particulièrement. La motivation, ce serait trop simple de dire ça. La motivation, non, ce serait un terme trop facile. C'est une envie irrépressible de raconter. J'allais enchaîner. Frédéric Garcia parle d'urgence et de feu intérieur. C'est une haine contre son incapacité à trouver la bonne image. Et quand on cherche à raconter en images et qu'on a vraiment la passion de le faire, on se déteste de ne pas trouver le bon angle. Moi, là, actuellement, je l'ai parce que je fais un court-métrage. Enfin, c'est pas un court-métrage, mais je fais un espèce de clip promotionnel à partir d'images de jeux. Et j'ai un mal fou à trouver les angles que je veux pour rendre l'idée que je veux. Et ça, c'est un combat, un énorme combat, quand on fait un court-métrage ou quand on fait un long-métrage. Il faut pas se laisser berner par les évidences faciles. Tu as un propos, tu veux le défendre, tu veux le présenter, il y a un angle à prendre pour ça. Et c'est pas juste un angle quand tu écris les dialogues ou tout ça, non, c'est un angle aussi de caméra. Un point de vue, point barre. Pour vous dire un petit peu, il y a très très longtemps aussi, c'était il y a au moins 10 ans, j'étais invité à faire une espèce de court-métrage pour l'Europe, là, pour le Conseil de l'Europe. C'était un concours. On était une équipe et on devait faire un court-métrage sur la diversité et les liens culturels et tout ça. Bon, on avait filmé un truc qu'on allait après mettre en boîte et j'étais au tournage. Bon, le tournage passait correctement. Et à un moment, la réalisatrice, elle trouvait pas un angle pour filmer des gens qui mettaient une espèce de nappe. Moi je connaissais bien le mec qui faisait le cadrage, c'était un copain. Moi je prends mon copain à partie et je lui dis mais attends, mais on peut faire cet angle-là. On fait un angle de profil sur les mains. En fait on suit avec la caméra les mains qui posent la nappe. Et puisqu'on est sur des diversités aussi de couleurs, eh bien on va avoir sur les mains, on va avoir un plan sur la profondeur de champ de deux mains de couleurs, de couleurs diverses, de noir, jaune, beurre, blanc, enfin tout ce que vous voulez, qui posent la nappe pour montrer ils sont tous en train de mettre la nappe, donc ça renforce la diversité. Et on suit de mouvement les mains. Ça c'est important, il faut suivre avec la caméra les mains qui posent la nappe, c'est important. Tout en montrant dans la profondeur de champ. J'étais presque à mettre... d'abord, on met la main de cette couleur et après la main de cette couleur. J'étais presque à faire ça. Et après, on a proposé le plan à la réalisatrice et elle n'y avait absolument pas pensé. Or, pour moi, c'était évident qu'il fallait le faire comme ça. Bah là, voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle doit faire et du coup, elle prend des plans automatiques, des plans qui sont moches
et des gens qui veulent proposer un point de vue fort à travers des images fortes. Bah voilà, bah là vous avez... là, c'est là où j'ai vu la différence en fait, entre des gens qui savaient et des gens qui ne savaient pas. Mais je leur en veux pas, hein. C'est compliqué de savoir, de connaître des valeurs de plan et de se dire c'est à un moment-là qu'on doit utiliser ce genre de plan. C'est compliqué, hein. Il faut avoir vu beaucoup de films et il faut avoir aussi de la sensibilité. Keshi, je l'aurais vu dans le théâtre d'Ersu. Et je crois qu'il avait commencé dans le théâtre d'ailleurs, de mémoire, quand j'avais lu des choses sur lui. T'as l'air de partager l'avis de Padawan HD sur Keshish. Pas avec autant de violence que Padawan, mais oui, moi, il y a un truc qui me désole énormément chez Keshish, c'est qui me fait de la peine et qui m'énerve aussi. Mais là, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais plus par rapport à sa façon de fonctionner. Pas forcément par rapport au style. Le style, bon, on en parlera, mais c'est sa façon de fonctionner que je trouve révoltante. Et ça, c'était dès le départ. Hein. J'ai trouvé un témoignage de quelqu'un qui montrait dès le départ. C'est pour ça que Anal Génocide, ça m'intéresse, les vidéos qu'il a fait sur Keshish m'intéressaient beaucoup. Mais ce n'est pas réducteur de dire que Keshish n'est pas du cinéma. Bon, on pourrait aussi dire que c'est réducteur de dire que ça en est. Hein. On peut dire que Keshish, c'est du cinéma réduit. Parce que, bon, dans le cinéma, il y a des gros plans, très bien. Et dans Keshish, il y a quasiment que des gros plans. Bon, ok, c'est du cinéma, mais c'est juste un cinéma de gros plans. C'est un peu réducteur de dire qu'il y a des gros plans, on est d'accord. Hein. Mais il faut dire que son cinéma est très très renfermé, resserré sur ses personnages, et il n'y a pas grand chose d'autre. Ce n'est pas un cinéma de montage alterné, ça c'est sûr. Ce n'est pas un cinéma avec beaucoup de figures de style. Ce n'est pas un cinéma qui exploite le langage du cinéma à fond. Et du coup, ça réduit le champ d'action du cinéma qu'on va voir à Keshish. C'est très réduit, alors là pour le coup c'est un point de vue, on est d'accord. Mais c'est un point de vue sur le cinéma qui est très réduit, pour favoriser sa façon de faire. Il n'y a pas qu'un type de cinéma, après on est d'accord. Mais c'est un type de cinéma moi qui me plaît pas, justement. Parce qu'il est très réduit sur son idée. Mais t'inquiète pas, bonjour, on est d'accord que c'est un type spécifique, c'est-à-dire qu'il a cerné les éléments dont il avait besoin pour faire des films. Très bien, mais il ne faut pas croire que ces éléments, tout le monde va bien les réceptionner, tout le monde va y être sensible, et tout le monde va l'apprécier. Keshish, son dernier film, Mektoub, est soporifique à mort, je ne vois pas où il veut en venir, quel est son message. Je ne pense pas que Keshish ait un message particulier, mais en tout cas ce qu'il veut prôner, c'est la jeunesse, cette jeunesse d'été. Probablement jeunesse que moi je n'ai jamais connue de cette façon, donc j'ai vu ça comme un vieillard aigri, clairement. Donc là, du coup, il y a aussi un défaut de ma part, un défaut de réception. Soporifique, je trouve que non, mais je le trouve très vain dans ce qu'il veut nous raconter. Et en plus, il y a quelque chose de très agaçant vis-à-vis de sa structure, de ce qui se passe dans la première scène, et l'envie du spectateur de revoir cette première scène plus tard dans le film. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vous dis rien, mais il y a le Mektoub My Love, quand Uno commence avec une première scène, qui est une scène choc, on va dire. Et dans un sens, le spectateur voudrait cette scène, ce genre de scène, plus tard dans le film. Ça n'arrive jamais. Et il y a toujours cette espèce pas de flirt, mais cette frontière très délicate qui peut basculer vers cette première scène. Et on ne sait jamais quand ça pourrait arriver, mais finalement ça n'arrive jamais. Et c'est cette frustration de spectateur qui cerne un peu pas mal de gens, je pense, et dont moi. Et j'ai pas apprécié du coup, je n'ai pas apprécié Quantum Uno pour ça. Et du coup j'ai envie de voir le deuxième, le Intermezzo là. Mais en même temps, bonjour, Keshish c'est un putain de fragile. Hein. Donc on va quand même terminer ces trucs sur Anal Génocide et DG. Le problème avec cet échange, c'est qu'ils font des échanges par vidéo interposée. Avec l'un dit une première vidéo, l'autre répond, etc. Et ça peut ne jamais en finir. Donc la réponse de Padawan, enfin de Padawan HD, la chaîne, la question très importante de l'intérêt et du goût. Le fait que, voilà, ça m'intéresse pas, donc ce n'est pas bien, c'est réducteur, mais malheureusement, c'est ce qui l'a amené à piquer l'intérêt d'Anal Génocide. C'est important d'avoir une responsabilité de se renseigner. Ça, c'est vraiment très important. Et finalement, donner une mauvaise réputation au cinéma français, alors qu'on a des comédies, des drames qui ne se valent pas tous. Donc, il faut avoir vu beaucoup de films pour se permettre de le dire. Et même moi, ça m'arrive aussi de le dire comme ça, un peu facilement. Mais moins ces derniers temps, parce que je fais plus l'effort de me dire finalement je n'ai pas vu assez de choses. Quand j'ai revu les anciennes FAQ, je parle bête vis-à-vis du cinéma français et ça nécessiterait plein de petites précisions. Mais en même temps,
c'était une réponse en FAQ à la volée. Et j'en suis bien conscient. Et quand j'ai écouté la réponse de Anagénocide, je me suis rendu compte que mes connaissances sur le cinéma français sont soit datées, c'est-à-dire pas à jour, soit renfermées. Donc il y a un manque d'ouverture de ma part, tout comme il y avait clairement un manque d'ouverture de la part de DG. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Et ça fait toujours du mal de s'en rendre compte. Cependant, quand il dit, en tout cas son compère dans la vidéo, que le système de financement est un exemple et que les pays nous envient, ça pose aussi un problème parce que c'est un financement qui tourne à vide et il n'est pas rentable. J'entends par là que le financement qui permet à n'importe qui de faire un film, alors c'est formidable, mais dans l'absolu, ça crée un problème parce que même si ton film c'est une grosse merde qui marche pas du tout au box-office, eh bien tu vas pouvoir quand même faire un film par la suite. Et là, je reviens sur un propos qui date d'un séminaire que j'avais fait avec un producteur qui s'appelle David Grembar, qui nous avait dit que c'est bien joli que tout tourne tout seul, sans risque, mais l'absence de risque financier ne pourra pas durer éternellement. Que le financement de films qui ne marchent pas ne peut pas durer éternellement. Et surtout, va entraîner une habitude et un système qui fournit de l'argent au bon comme au mauvais film. Et du coup, il n'y aura plus d'exigence. Et du coup, on en revient à ce que disait Eric Neuhoff, justement. Après, ce qui est très gênant à voir dans la vidéo, et dans l'échange de vidéos qu'il y a eu entre Anagénocide et la chaîne Panorama HD, c'est qu'Anagénocide a une répartie supérieure à DG. Et c'est super gênant en fait de voir l'écrasante domination, d'entrevoir les faiblesses qu'on a pour après y remédier. Parce que bien sûr, si on n'a aucune idée de où on pêche, l'objet qu'on a en face de nous reste obscur. Si on sait où ça ne va pas, on peut déjà travailler dessus. Ça renvoie du coup aux connaissances scolaires. C'est pour cela qu'il faut jamais faire le mariole comme ça en vidéo. On trouvera toujours plus cinéphile que soi. Donc il s'agit d'un état de fierté mal placée, contre lequel il faut se battre, pour ne pas paraître arrogant. DG dit que le montage et la réalisation sont deux métiers différents. Oui, mais il s'agit aussi de raconter. Donc finalement, on revient à la même chose. Et puis des fois, le réalisateur, il sait déjà le montage qu'il veut faire. Il a une idée très précise. Il a storyboardé, par exemple. Le réalisateur fait lui-même du montage. Mais c'est juste gênant de voir DG s'enfoncer dans les sables mouvants. Et pour le coup, avec cet échange, on se demande, mais la question se pose, qu'est-ce qu'un bon film ? Qu'est-ce qui fait un bon film ? Un film contre une sensibilité ? Un bon film, c'est quoi, dans l'absolu ? Juste une bonne application de code ? Ou une bonne réception ? Parce que dans l'absolu, tous les films sont bons, mais c'est la réception du public qui fait qu'il y a une variante entre ceux qui ont les grilles pour l'apprécier, et les autres qui n'en ont pas. Est-ce qu'un film d'auteur est forcément un bon film ? Parce que des fois, l'auteur s'enfonce. Non, qu'est-ce qu'un film ? Non, on va pas commencer à la faire à deux bâches. L'auteur s'enfonce des fois dans ses délires. Ou est-ce que c'est un film qui a une idée ou une identité, le fait qu'il soit bon ? Ou un point de vue, de mise en scène, sur le monde ? Ou même une absence de point de vue, peut-être un point de vue. Ou le point de vue moins froissant. Quand on voit beaucoup de films différents, on peut faire une meilleure distinction sur un large panel, comme on parlait avant d'émotions, pour mieux juger un film. Et juger le potentiel bon film que ça peut être. C'est-à-dire trouver des facteurs et des acteurs qui font qu'il soit considéré comme bon pour beaucoup de personnes. Plus on a un large panel, plus on peut se rendre compte de choses. Et plus on trouve beaucoup de films bons pour divers aspects. Ce ne sont pas tous les mêmes. Mais si on est trop restreint, on se laisse bercer par la vie des autres, on se laisse bercer par des films qui ont le visuel facile, et du coup on revient sur l'uniformisation de la pensée et du goût. C'est ce qu'on revenait au départ. La question du bon, et du bon, pas du beau, je dirais, mais la question du bon film, de réception, celui-là c'est un bon film, ce n'est pas le film qui est bon de base. Le film il est là, bon. Le film il est là, il a été fait d'une certaine façon. Le bon, c'est un jugement. Donc ce sont les gens qui jugent le film, qui émettent une valeur. Dans ce cas-là, tout film est bon. Il ne tient qu'au spectateur d'avoir les éléments pour dire qu'il est bon. C'est une réception en fonction du spectateur. Le problème, c'est que on ne peut pas tolérer
que l'autre ne soit pas d'accord. Parce qu'on a des égos surdimensionnés, que le cinéma c'est des fois des choses qui nous touchent énormément, et quand on entend l'autre à côté dire que ce film c'est de la grosse daube, alors que nous on a aimé, qu'on a trouvé bon et que l'autre ne l'a pas trouvé, on se sent obligé de partir en croisade. Et donc tous les débats de cinéma, ce sont des débats de gens qui ont des problèmes, je pense, d'ego vis-à-vis de leur culture. Et du coup ça crée des conflits. Mais ça crée aussi des débats tout à fait constructifs, hein, mais ne pas trouver, enfin, être ulcéré parce que l'autre trouve beau et pas nous, c'est un problème d'ego. Oui, déjà une vision trop réductrice du cinéma. Oui, alors ça, c'est vrai que je suis d'accord. Pour lui, un bon film doit forcément avoir sa grammaire du cinéma, qui n'est pas forcément celle de tous les cinéastes. Oui, on est d'accord. Ensuite, il m'a posé une quatrième question. Mathieu Blom, Action, anthologie du cinéma, est-ce que tu vas le lire, donner un avis ? J'ai envie de voir quand même qu'est-ce que ça vaut ce livre, parce qu'il est très très épais. En fait, voilà, moi j'ai suivi Mathieu Blom depuis un moment, depuis ses vidéos d'état critique, et je me demande comment il écrit en fait. Parce qu'il s'écoute pas mal parler, et je me demande la façon dont il écrit. Albator, tu me dis, tu avais défoncé son film. Ben ouais, parce que son film le méritait. Le mec passe des années à faire des critiques sur internet de films, et son film n'est même pas capable de respecter un petit peu des codes de cinéma, des codes de narration, ses propres objectifs, enfin... Et ça veut pas dire que parce que je l'ai défoncé une fois, que je vais le défoncer toujours. Je trouve ces trucs sur Titanic, c'est très bien ce qu'il a fait. J'espère qu'il continuera des choses comme ça. Hein. Cinquième question, la moyenne à Batman et Robin et que le fait que mon générique contienne un extrait de Batman Forever. Mon avis donc sur ces films, ça fait beaucoup plus référence aux films des années 60 que sur les films de Tim Burton, il faut faire cette distinction. Moi je les trouve sympathiques, il y a plein de choses qu'ils essayent dans le film, beaucoup d'éclairages assez forcés, mais au final ils sont assez plaisants. Il y a une folie, je trouve, dans ces films qui est agréable. Une folie qui essaye de sortir des ténèbres de Tim Burton. Et du coup, ils ne savent pas exactement comment traiter ce Batman-là. Du coup, ils y vont à fond. Avec des angles... C'est du comics. C'est presque du comics adapté pur dur. Et ils ont ma sympathie. Mais pas grand-chose d'autre. Mais je dois bien avouer qu'ils ont ils ont un côté décomplexé qui est assez agréable, excessif. Et assez ridicule, qui est agréable à regarder sur le coup. Mais voilà, ce ne sont pas des films de chevet. Mais l'idée de Edward Nygma d'avoir quelqu'un de complètement obsédé par des images en 3D qui sont projetées d'une télé, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Au point justement d'avoir son cerveau liquéfié, donc c'est littéralement le fait d'être aliéné, d'avoir la vision déformée par la vidéo et la consommation. Et en plus, la consommation, c'est quoi ? C'est un pêcheur qui vient choper un poisson, donc le spectateur, c'est le poisson. Je trouve que cette image, elle était forte. C'est pour ça que vous l'avez dans mes génériques. C'est aussi simple que ça. Hein. Pour moi, l'image, elle est claire. Que penses-tu des gens qui s'amusent à les massacrer gratuitement sur Internet ? Bon, je m'en fous, en fait. Souvent, c'est toujours les mêmes arguments, sur toujours les mêmes scènes. Oh là là, la Batcarte... oh là là, ils font des pitreries, oh là là, il n'y a que des jeux de mots avec les plantes et la glace, oh là là, c'est toujours la même chose. Donc on en a vu une fois une vidéo et après on les a tous vus et ça n'a aucun intérêt. Mais ça fait des vues, alors je les laisse faire des vues, c'est aussi simple que ça. Et la dernière question, est-ce que tu regardes des films islandais et si c'est le cas, peux-tu en recommander ? Alors moi je n'ai vu que 2 films récemment qui sont islandais ou qui parlent d'Islande, c'est Arctic. Bon, c'était un truc un peu médiatisé, Arctic, c'est avec Mads Mikkelsen qui s'est crashé je crois d'un avion et qui essaie de survivre. Bon, c'est assez classique, c'est un film de survie, le mec il est tout seul, essaie de se créer des petits rituels pour pas dépérir et d'aller toujours plus loin pour essayer de voir où il peut trouver des choses à faire en fait et un moyen de sortir de là. Donc c'est un film de survie, ça se regarde bien, c'est assez classique. Et un autre film, alors c'est pas un film islandais, c'est un film USA islandais. Ça s'appelle Land O. On en avait parlé avec Chris Tuckler quand on avait fait un live, c'était il y a longtemps je crois, un live sur des petits films qui méritent d'être mis en valeur. Land O, c'est un couple de vieux, alors un couple, ce n'est pas un homme et une femme, mais c'est deux amis
qui sont assez vieux, qui partent en Islande dans les sources thermales pour tout simplement voilà, se faire plaisir un petit peu, passer des vacances entre potes, pourrait-on dire. C'est l'histoire de leurs vacances. C'est tout simple, ce n'est pas prise de tête du tout. C'est très agréable à regarder. Moi, je dirais que ces deux-là, c'est ceux qui me reviennent en tête vis-à-vis de l'Islande, et moi, je le conseillerais. Voilà. Arctic est plutôt aventure, et Land Ho est plutôt film de voyage, légèrement comique. Parce qu'on a ces petits vieux, voilà, qui ont leurs préoccupations et qui en même temps, voilà, ils veulent prendre du plaisir à sortir un peu de leur train-train quotidien et en même temps ils s'engueulent et tout ça. C'est les deux potes qui s'engueulent un petit peu. C'est agréable. C'est vraiment un film agréable pour le coup. Je crois que c'est des potes, c'est pas des frères, il me semble. Il me semble. Salut Alexis. Malheureusement, mon pauvre Alexis, tu arrives un peu tard. Le live va s'arrêter incessamment sous peu. Donc voilà pour les questions de Sacha du 54. Je vais barrer ces questions parce que je viens de les faire. Tu joues à quoi ces derniers temps? Je joue qu'à Fallout 76. Mais je le spam comme comme un autiste. Je le spam vraiment comme un autiste. Je peux pas être plus clair. Fallout 76 qui est d'ailleurs comme par hasard un jeu post-apocalyptique. On dira pas, bah si, je vais te le dire, Christophe Tuckler, depuis, mais on en avait parlé, hein. J'ai joué 1740 heures. Ça a absolument scandalisé Christophe quand je lui ai parlé de ce chiffre-là, mais je peux comprendre, hein, oh là là, je comprends que c'est du spamming de jeu de façon inédite, mais voilà, j'ai spammé le jeu, voilà. Et je suis content de l'avoir fait, je trouve que c'est un bon jeu. Il s'est fait complètement éclater par toute la presse, hein. Mais j'ai réussi à passer outre les critiques et les saintes nitouches qui voulaient un espèce de jeu à la Red Dead Redemption. Moi j'ai pu passer outre tout ça et j'ai pris énormément de plaisir à y jouer. Question indiscrète. Oh, elle n'est pas trop indiscrète. Es-tu croyant? Non. Mais je dirais qu'il y a un truc quelque part, mais je ne saurais pas dire la nature de ce truc. Je ne dirais pas Dieu ou des choses comme ça, mais je pense qu'il y a une grande force quelque part, mais je pense que c'est pas sous la forme d'une espèce de surpuissance qu'on appellerait Dieu, mais qu'il doit y avoir quelque chose qui nous entoure. Ça, je pense que oui. Et puis ça a été dans un sens prouvé scientifiquement aussi, qu'il y avait quelque chose qui nous échappait et qui est autour de nous, comme une nouvelle dimension. Je vous invite à lire le récit de Nicolas Fraisse, qui est quelqu'un qui a pu sortir de son corps plusieurs fois et qui a pu se balader dans des dimensions. On pourrait littéralement parler de dimensions parallèles. Vous savez, les quatrièmes dimensions, des choses comme ça, où le temps n'a plus de valeur. Et il a pu faire état de choses, de concepts qui sont au-delà de la mort et au-delà du temps et de l'espace. Et c'est assez troublant, ça fout le malaise et en même temps ça fout les jetons parce qu'on est observé en fait, on est observé par des gens, sachez-le. Mais j'ai hâte de lire le livre parce qu'on m'en a parlé pendant presque 1 heure un après-midi et c'est très impressionnant en fait ce qui s'est passé, et ça a été vérifié scientifiquement que le mec pouvait sortir de son corps, et du coup ce qu'il disait c'était très troublant. Et du coup, ce qu'on pourrait imaginer voilà, qu'il y ait le destin et Dieu qui guide nos pas et tout ça, eh bien, pas forcément, mais qu'il y a des esprits qui tournent autour de nous, quoi. Et ça, je peux l'imaginer. Mais c'est quelque chose qui est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer que c'est compliqué de se dire... voilà, on se dit, oh, c'est un peu du pipeau tout ça, mais parce que c'est pas prouvable. Par contre, des gens qui peuvent sortir de leurs conditions humaines pour découvrir ça a été prouvé, pour le coup. Je me suis aperçu que tu avais une chaîne Dailymotion. Pourquoi ne l'utilises-tu plus? Le lecteur était un peu chiant quand je l'avais commencé. C'est aussi très contraignant en termes de droits d'auteur. Et par rapport à YouTube, ils ne te disent pas forcément pourquoi tu as un problème avec le droit d'auteur. Donc ça a évolué ces derniers temps, mais je ne l'ai pas utilisé depuis très très longtemps. C'est plus par défaut que je n'utilise pas, mais je devrais réessayer de poster des trucs pour voir ce que ça fait. Mais je n'ai rien contre Daily, mais c'est juste que à l'époque où j'avais commencé la chaîne sur Daily, pour poster des trucs et tout ça, le lecteur c'était vraiment pas ça, hein. C'était très pénible.
Mais faut pas croire que c'est plus laxiste en termes de droits d'auteur. Hein. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. Si tu étais acteur, à quel rôle voudrais-tu t'identifier et que tu voudrais jouer? Des rôles de psychopathes qui font mine de pas être des psychopathes. Tu sais, comme American Psycho. J'aime bien ça. Mais c'est très dur à jouer. Parce qu'il faut être bipolaire. Il faut être binaire. Et comme par hasard, les 2 courts-métrages dans lesquels j'ai joué, ben, c'était des rôles comme ça. Bon, il y a une logique. Vous avez des exemples de scénarios non originaux? Joker, par exemple. T'enlèves King of Comedy et Taxi Driver du Joker, t'as plus grand chose. Hein. T'as les 20 dernières minutes du film, et encore. Un film pas original? C'est Irishman, par exemple. C'est Casino, mais avec des vieux. Tu veux encore un autre exemple? Star Wars 9. On peut continuer encore longtemps. Hein. Là, je le cite par rapport à ce qu'on avait dit aux Oscars. Hein. Mais oui, le problème, c'est que... Exemple de scénarios originaux. Ah, alors là, on va creuser. Là, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Je ne veux pas donner des exemples... je veux pas donner des exemples trop évidents. C'est juste ça, en fait. Par exemple, 1917 est un scénario dans un sens. Alors c'est encore une fois la distinction entre anglais et français. Ce qu'on appelle le scénario original, c'est que c'est pas une adaptation, mais ce que nous en français on perçoit comme original, c'est que c'est vraiment avec des choses innovantes. Alors, dans ce cas-là, 1917 ne fait pas partie des scénarios originaux. Mais c'est juste la différence entre ce que pensent les Anglais du terme original story, là, ou je sais plus comment ils nomment ça, et justement les films adaptés de scénario, enfin de récits. C'est la distinction qu'ils font. Non, on va essayer de penser plus sérieusement. Les films, le Enter the Void, Gaspard Noé, les films généralement de Dupieux, le sont pas mal. Mais on parle sur des extrêmes là. Buried, intéressant, je l'ai revu plutôt récemment. Donc là, on parle de films presque concept, hein, parce que justement, les strates de la narration ne sont jamais arrivées à ce niveau-là. C'est là où les films sont originaux. The Revenant, en effet, est un remake, avec une force de proposition qui est très belle et qui est une très belle réactivation. Ce n'est pas original, mais c'est une très belle réactivation de certaines idées. Filmer la nature, des films de survie... Moi, par exemple, j'avais vu un film que je pensais original et en fait, il ne l'est pas. J'avais vu The Naked Prey, je vous renvoie à ma critique, et il se trouve que The Naked Prey, ça peut être aussi tiré des chasses du comte Zaroff, je crois. Voilà, les chasses du comte Zaroff, où on a de la chasse à l'homme. Donc, encore une fois, c'est de connaître très bien le cinéma pour juger qu'un film est original ou non. Qu'est-ce que je pourrais te donner encore comme idée de scénario? Qu'est-il arrivé à Baby Jane? C'est intéressant ça. Généralement les films sur le cinéma sont toujours très intéressants. Ce sont des scénarios prétextes en effet, Aziz, pour une mise en scène et une réalisation, mais dans l'absolu, justement, c'est une mise en scène et une réalisation qu'on n'a jamais vue. Du coup, sur un scénario qu'on n'a jamais vu. Au pire, on pourrait considérer le scénario comme un prétexte à la relation et à la mise en scène en place d'une esthétique. Oui, il y a des scénarios, Buried, c'est clairement ça. On est d'accord sur ça. Après, il y a des films de petits malins, enfin des petits malins. Moi, je vous en avais parlé, je crois, de Cohérence. Le film Cohérence. C'est des gens qui sont en train d'être à un dîner, et tout d'un coup, il y a pas une étoile filante, mais une espèce de comète qui passe. Il n'y a plus de courant. Alors, ils vont voir à l'extérieur les voisins pour voir ce qu'il en est. Et quand la personne revient dans la maison, il est complètement paniqué et il dit aux gens de la soirée qu'il est allé voir les voisins et il n'a pas vu les voisins, il les a vus eux. Et là, il y a un moment de flottement et tu sais pas où ça va en fait. Et là, le scénario est original. Et il n'y a pas une mise en scène particulière. Et le scénario est vraiment fou, pour le coup. Et c'est tout bête. N'importe qui pourrait filmer le scénario. Mais c'est juste le scénario qui est une véritable... C'est un truc de fou. Là, si Christophe Tuckler est encore là, lui, il l'a vu, Cohérence, et c'est incroyable. C'est super comme scénario. Il y a des gens qui ont vraiment des bonnes idées. Et puis, le scénario original, il y en a plein, mais ce sont sur des petits films. Je vous avais parlé de The Frame lors d'un live précédent. The Frame, très très intéressant, très original.
Mais c'était... Bah voilà, Christophe, il est là, voilà. La super mindfuck, exactement. Et d'ailleurs, honnêtement, Christophe, on en avait parlé, c'est plus intéressant que Triangle. Triangle, il y avait de l'ambition, mais par moments, le mindfuck flanchait. Cohérence, c'est vraiment impressionnant. Et The Frame aussi, enfin, je vous en avais parlé pendant 30 minutes, The Frame, un des lives, là, c'est très très troublant ce qu'ils ont essayé de faire. Même esthétiquement, c'est ambitieux, hein. Ça va pas assez loin, mais c'est super ambitieux, hein. Il y en a, hein, des scénarios originaux. Mais là, en effet, c'est par rapport à une culture qu'il faut avoir. Il faut aller chercher ces films. Il faut avoir l'habitude d'en voir et de chercher des listes et tout ça. Bah, ça, c'est pas facile, hein. Donc, dans l'absolu, il a plus de matière, enfin, il a plus de moyens de déployer le mindfuck un peu spectaculaire, mais il n'y arrive pas. Alors que Cohérence, c'est tout simple, en fait. Mais le truc, les mecs ont bien fait leur scénario pour que ça passe, hein. Ouais, mais tu creuses les ménages dans Cohérence, parce que si tu sais pas jusqu'où le truc va se dégoupiller. Et malheureusement, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que je commence à plus avoir de voix. Et du fait, malheureusement, que j'ai dormi juste avant le live, eh bien, j'ai pas mangé. Et je crois que je vais devoir manger quand même quelque chose avant d'aller dormir. Et il y aura d'autres vidéos qui arriveront par la suite, tranquillement, sans se presser. Il y aura encore une autre partie. Voilà, écoutez, je vais pas faire durer le live plus longtemps. C'est déjà un bon gros live et j'ai beaucoup parlé de tout ce qui était anal génocide et tout ça. Je suis content d'avoir fait parce que ça traînait depuis un petit moment mes papiers. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça aura été agréable pour vous. Je vous remercie d'avoir été là. Merci du soutien. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives, mais aussi de nouvelles vidéos. Allez, salut!